François Bon, les carnets, alors c'est pas que l'article en lui-même soit intéressant, c'est juste deux choses qui me tracassent, deux choses où on pourrait être un petit peu en rogne, mais plutôt aussi une incompréhension. Puis ça fait quand même parler un peu. Comment les écrivains vivent-ils ou pas de leur plume? On est dans le journal Le Monde. C'est pas facile parce que filmer un écran blanc, l'autre jour, c'était totalement surex. Mais je vais quand même lire les mots qu'il y a dessus, vous me ferez confiance. Alors, c'est un article signé Raphaël Léris, je crois qu'il y a très longtemps qu'elle est au Monde. Ça, c'est pas la question. Puis de temps en temps, tu sais, c'est les stratégies des journalistes. C'est dormant, puis tout d'un coup, hop là, tu as un article sur un thème, et puis tu vois dans trois quatre journaux, hop là, puis ça redevient dormant, et puis hop là. Moi, en général, je réponds pas parce qu'ils veulent toujours que ce soit au téléphone. Ils ont déjà décidé ce que tu dirais. Alors, ils te disent, est-ce que vous diriez que... Et donc, tu as déjà leur... Bon, je leur dis, envoyez-moi ça par mail, déjà, ça dissuade. Alors, c'est un type qui s'appelle Franck Courtès. Alors, j'ai rien contre, c'est un gars qui a été photographe, tout à fait honorable, j'ai regardé. Et ce gars, vers ses 35-40 ans, il a décidé d'arrêter la photo. Il en avait marre, c'est devenu alimentaire, c'est son choix, il n'y a pas de problème. Et c'est toujours, évidemment, à la fois respectable et compliqué dans la vie. Est-ce que tu lâches quelque chose? Est-ce que tu continues quelque chose? Est-ce que tu le continues parce que c'est alimentaire et tu dois t'y tenir même s'il y a moins de plaisir? Ou est-ce que tu renouvelles là et tu changes de discipline? Et en France, changer de discipline, c'est jamais... Alors lui, il se trouve qu'il a publié, et justement il était introduit aussi dans le milieu, mais ça explique rien, des bouquins qui se sont bien vendus, oulala, tant mieux. Puis tout d'un coup, comme tout le monde, ça s'effondre, ça retombe, et le gars, donc, a ses 50 balais, c'est tout à fait honorable aussi, et s'était inscrit dans des agences intérimaires. Tu vas faire des petits boulots, des machins. Bon, il y a toujours eu ça, Robert Linhart l'établit, et pareil, il raconte ça dans un livre, formidable. Mais c'est juste ça, c'est pas plus que ça. Des livres sur la condition ouvrière, des livres sur l'usine. Tenez, notre pauvre Joseph Pontus, là, entre les lignes, ça reste là, comme là au milieu, là, tout tremblant, tout brûlant, et tout ça. Alors, son cas peut sembler extrême, sa vision élevée de son art. Oui, parce que c'est quelqu'un de leur milieu qui tout d'un coup va voir commencer chez les autres. Et par contre, tout d'un coup, Raphaël Léris, elle va débusquer. Alors moi, la Société civile des auteurs multimédia, SCAM, évidemment, j'en suis. C'est eux qui redistribuent aussi les pauvres droits que tu touches, radio, télé, etc. Selon une étude menée en 2023 par la SCAM, ça, moi, j'étais passé à côté. 49% des premiers, les auteurs, et non les éditeurs, disent vivre une dégradation de leur situation financière. Bon, ça, je n'ai pas besoin du monde pour l'apprendre. On assiste à un double mouvement de professionnalisation du métier d'écrivain et de précarisation, constate la sociologue, il y a toujours une sociologue là-dedans, qui a co-dirigé le collectif Profession Écrivain, CNRS Édition. C'est bien, ça occupe les gens. Et là, par contre, il y avait une chose qui était intéressante. Un livre dont on pouvait raisonnablement espérer, il y a quelques années, qu'il se vendrait à 15 000 ou 20 000 exemplaires, atteindrait aujourd'hui plutôt les 2 000. C'est-à-dire, moi, je pensais que c'était un facteur, tu vois, de moitié. Non, on est rendu au facteur 10. Alors, les livres entre 15 000 et 20 000, moi, autrefois, enfin, dans les autres fois, tu vois, c'est... ouais, ça fait presque 20 ans, quand même. C'est Daou, ensuite c'est le Bob Dylan, ça, ils étaient dans le créneau 14 000, 18 000, en gros. Il n'y a que mon Rolling Stones, là, qui est monté bien au-dessus. Après, autobiographie des objets, je devais être à 10-12, mais là, on commençait déjà, 2010-2012, à voir le tassement. Puis après... Le Proust devait être 3500. Et après, moi, il y a le web. Mais tout d'un coup, tu te dis aussi, mais tous les copains qui étaient là, et là, c'est ça qui est intéressant dans cet article. Il parle
de classe moyenne en voie de disparition alors qu'elle constituait jusqu'à récemment le cœur battant du milieu. Ben, moi, dans ce créneau-là, un livre tous les 2 ans, en gros, ben, t'arrivais à tenir. Pourquoi? Alors, tu avais l'aide justement de CNL, donc ça veut dire prise en charge par l'État de la fonction des auteurs, et c'est pas simple. C'est-à-dire, quelque part, là, c'est plus dur. Tu travailles avec ton web, les gens, est-ce qu'ils soutiennent ta chaîne YouTube ou pas? Mais au moins, c'est direct. Est-ce que j'ai un soutien institutionnel? Oh, toi, tu fais du web, hein, c'est pas pour le livre, tout ça. J'entre pas là. Mais on est autour, on tourne autour. Mais après, tout d'un coup, venait la liste de tous mes potes, là, auteurs du contemporain, qui, il y a 10 ans, auraient pu vendre à 10-15 000, et dont je découvre bah oui, que ça doit être entre 2 et 4 000. Mais entre les deux, tu payes plus les nouilles. Et donc, comment tu t'arranges? Alors, tu fais la suite, et là, tu vois bien comment on se débrouille, et tout ça, mais à un moment donné, toi, tu es autonome. Alors, s'il est difficile d'obtenir des statistiques précises, tu parles à qui t'en parlera de ces trucs-là. Le tirage moyen d'un livre, tout genre confondu, BD, essai, roman, jeunesse, scolaire, usuel, ça aussi c'est une question. C'est-à-dire, nous, il y avait une espèce de noyau, tu faisais de la littérature, roman, pas roman, ça c'était pas la question, mais c'était dans cette espèce de noyau vif, là, du travail littéraire. Et maintenant, BD, essai, et tout ça, était en 2010 de 7 937 exemplaires contre 4 815 en 2022. Et là, on retombe, en gros, sur une diminution de facteur 2, mais resserré sur un nombre de titres beaucoup plus restreint, qui fait que la courbe, hop là, s'aplatit très vite, et puis que les autres, c'est bien moins immédiatement. Les livres enregistrés à la Bibliothèque nationale de France au titre du dépôt légal sont passés de 70 000 à 88 000, surproduction constante, plus 26% en 10 ans. Et alors, il y a quoi aussi comme stratégie de défense? L'auto-édition, disent-ils. Parce que si tu es un musicien et que tu fais ton propre label, tu es respecté. Si tu es en littérature et que tu te dis, là j'ai 3 titres que Minuit a laissé tomber, j'ai 2 titres que Verdier a laissé tomber, je les reprends, je les vends moi-même. Ta conversation avec Keith Richards, tu as mis ta peau là-dedans et personne n'en veut, tu fais ça 4 fois, 5 fois, tentative d'éditeur, tu le publies toi-même et tu le... je crée mon label, et mon label s'appelle Tiers Livre Éditeur. Et je paye des impôts, je paye une cotisation foncière forfaitaire pour les entreprises de réseau, 485 balles par an, et ainsi de suite. Et non, mais là, c'est l'auto-édition. Et l'auto-édition, là, comment ils se vendent, moi, mes pauvres livres? Vous le savez, parce que probablement, là, si vous regardez ma chaîne, c'est qu'une fois ou deux, vous m'en avez acheté un livre. Peut-être pas le Rabelais, là, le gros, mais les conversations avec Keith Richards ou ma traduction de Bartleby, vous me l'avez commandé une fois, un livre, un seul, un tout petit, un demi-livre. Puis des fois même, les gens gentils, je leur en rajoute un dans l'enveloppe, parce que offrir des livres, c'est un moyen de dialoguer pour que ce qui se passe de vivant, là, il faut un sacré effort quand même pour m'écouter, là, faire mes barattes, ainsi de suite. J'en reviens à l'article. C'est toute la chaîne du livre que cette pratique met en danger. Et moi, j'arrête pas de dire le contraire à mes potes. Tu prends leur bibliographie et tu vois, indisponible. Alors évidemment, ceux-là, tu les trouves où? Sur Momox, sur Recycle Livre. Et c'est génial, parce que les bibliothèques qui achètent quand même encore un peu, au bout de 2 ans, 4 ans, 5 ans, ils voient que le livre sort pas trop. De toute façon, comment il sortirait, puisque tu as toujours les Poelo, Coelho de service et tout ça. Hop là, désherbage. Et ces boîtes-là, comme Recycle Livre, ils ont autrefois, on pouvait pas, fallait pilonner. Mais là, ces boîtes qui ont une mission sociale, elles peuvent racheter les désherbages des bibliothèques. Et génial, on a un fonds énorme, là, de livres. Évidemment, l'auteur, il touche pas une thune dessus, tout ça, mais c'est très secondaire. Au moins, le livre, c'est-à-dire, tu cherches un bouquin,
8 fois sur 10, eh ben, c'est là que tu le trouves. Moi, je dis à mes potes, mais attends, je sais pas faire Internet. Mais c'est quoi? C'est rien. T'as des sites qui te font ça tout fait. Moi, j'utilise Squarespace, par exemple. Alors, évidemment, t'as un petit abonnement par an, mais sur cet abonnement par an, t'as le paiement PayPal, ça coûte rien non plus. Et au moins, ces livres-là, qui sont ton boulot, ta vie, et ben au moins ils peuvent exister pour... Qu'est-ce que ça peut faire si c'est 3-4 personnes qui, pour elles, ça comptera? Eh ben vas-y, fais-le. Et les éditeurs ils sont pas méchants dans ce cas-là. Il y a un bouquin qu'ils suivent plus. Alors il y en a qui sont plus vicelards. Ils gardent, ils pilonnent tout, ils gardent 30-40 exemplaires, comme ça, le livre est disponible, on en a pour au moins 10 ans à écouler les 40 exemplaires, et ça, moi, j'en ai, là, comme ça, j'appelle ça le congéléditation. La congéléditation. Voilà, j'ai des livres qui ont été congélédités. Et c'est vrai que des fois, j'ai envie de leur mettre, mais soyez gentils, redonnez-moi mon livre, il se vendra pas moins, pas plus, ça changera quoi, votre énorme boîte? Bon, ça c'est une question. Je veux continuer un peu. Alors après, s'il parle des questions d'avaloir. Alors c'est sûr que pour moi, les avaloirs autrefois, du temps d'Olivier Bétourné, Fayard, puis chez Albin, puis au Seuil, on avait ce genre de gentleman agreement. C'est-à-dire, il me payait 1800 € pendant un an. Donc c'était une forme, c'est pas le salaire, c'était des droits d'auteur. Mais ensuite, donc tu avais un an avec l'aide éditeur, un an sans. Mais tu pouvais, entre-temps, te débrouiller. Il y a eu les films avec Arte. Et avec ce système-là, ça veut dire que tu faisais une sorte de moyenne, mais qu'au bout de 2 ans, le livre, alors évidemment, ça faisait une somme de 20 000 balles, mais ces 20 000 balles, ben justement, il fallait 10-12 000 exemplaires pour revenir à l'équilibre avant que... Et ça, c'est un aspect, alors c'est pas évoqué là, mais quand tu as comme ça, là par exemple, on est au mois d'octobre, tiens, ben c'est bizarre. Normalement, tous les ans, là, dans les premières semaines d'octobre, la première année que je l'ai pas reçu en 50 ans, Minuit a été racheté par Gallimard, mais ça va venir. Tu reçois les éditions de Minuit qui te donnent, donc en octobre, bloqué sur décembre d'avant, mais tu avais toujours, et moi ça représentait 400 balles, 600 balles, et là maintenant, ben là aussi, tu t'aperçois que les gens font de la bonne volonté, mais il y a toujours quelques sorties d'usine, et pareil avec l'ensemble des autres éditeurs, Fayard, tous les mots sont adultes, quelques Rolling Stones, etc. Et album, ça fait 80 balles par an, le Seuil, là j'ai reçu juste il y a 3 semaines. Alors, vous voyez, c'est pareil. Il faut 10 mois dans leurs ordinateurs pour que les comptes arrêtés au 31 décembre parviennent à l'auteur. Et là aussi, là, ils n'en parlent pas. Mais attends, les gars. Moi, j'arrive dans vos trucs, là, et eux, qu'est-ce qu'ils font, les éditeurs, quand ils arrivent au boulot le matin? Ils suivent les chiffres de vente jour par jour. Ils les ont. T'enlèves les questions de retour des libraires et tout ça, parce que c'est un système très, c'est de la croûte, c'est obsolète. Mais à un moment donné, ces comptes, rien n'empêcherait de payer les auteurs au mois, ou au minimum au trimestre, avec un effet là à 3 mois. Qu'est-ce que ça peut faire? Tu verrais que nous, on est habitués, c'est tout petit micro-paiement. Et que le Seuil, au lieu d'avoir 100 balles par an, j'aurais chaque trimestre 30 balles, mais au moins tu pourrais suivre, Non, alors là, ça, l'article, il rentre pas là-dedans. Mais ce système-là, alors, il parle de Raphaël Mels, je l'ai connu, ce gars-là, ils avaient fait une revue au toit, Le Tigre, ou quelque chose comme ça, si je me trompe pas. Son livre lui a valu, 17 ans plus tard, un contrat de 3 000 €. Je laisse tomber ça. Là, c'est les 2 questions que je voulais poser. La première chose, c'est que la fille, là, la journaliste du Monde, Raphaël Léris, et tout estime, c'est bien qu'elle ait réussi à placer cet aspect-là. De toute façon, c'est toujours pareil avec Le Monde. Le Monde, c'est le journal le plus intelligent pour tout ce qui n'est pas ta propre discipline. Donc si je lis un truc de science ou un truc, j'aurais tendance à faire confiance. Mais si ça parle littérature, ouais. Alors que les autres gens... Mais là, ça parle cuisine, tu comprends? Mais dans ce long article sur la cuisine... Et
l'effondrement des revenus de ce qu'ils appellent la classe moyenne de l'édition, ce qu'une appellation déjà en soi. Bon, t'imagines Balzac là, avec les 3 dents qui lui restaient, ce qu'il aurait. Il n'y a pas une ligne, elle n'y a pas pensé, simplement. Et je lui en veux pas, c'est juste le symptôme. Combien ça touche un écrivain sur un livre? En gros, les contrats, moi j'ai connu autrefois, tu signais toujours des contrats, ça commençait à 11%, si tu avais passé le premier 1000, c'était 12%, si tu arrivais à 3000, c'était 13%, si tu arrivais, puis au-delà, tu arrivais à 15%, et, puis, et pour certains livres, ça a marché. Mais maintenant, c'est entre 10 et 12, quand c'est pas entre 8 et 10, là, mes petits Lovecraft en poche, oh ben là, heureusement, je sais point qui a ça, et quel jour. C'est ce qui me sauve aussi du point de vue symbolique. T'es présent, là. Quand tu vas dans une gare, quand tu vas dans une Fnac, tu vois, il y en a peut-être qu'un qui est perdu là-dedans, mais au moins, il y a ça qui existe. Eh ben, c'est des livres qui sont vendus 6 € sur lesquels je touche 4%. Tu fais le compte. Mais justement, quand il s'appelle L'Appel de Cthulhu, ou La Maison Maudite, ou la couleur tombée du ciel, à la fin de l'année, 10 mois après le blocage des comptes, ça t'aide pour les vacances. Mais quand un livre se vend 15 balles, l'auteur, c'est 1,40 €. 1,60 €. Et encore parce que c'est l'éditeur qui paye l'URSSAF Limousin. Ça, j'ai rien contre. Moi, avant, c'était la GESA. C'est grâce à la GESA que j'ai 32 ans de cotisation. J'arrive plein pot et j'ai une brillante retraite à 1250 balles, etc., etc. On s'affole pas là-dessus, tout va bien. Mais quand même, se répartit comment? C'est un livre de 200 pages, la Fab, et je le sais parce que je le fais, c'est entre 2,50 € et 3 €. Donc tu as 1,40 € l'auteur. Allez, grossissons à 3 € la Fab. Il reste environ 30% pour l'éditeur. Allez, 30, et reste, mais c'est moins que ça, parce que l'auteur plus la Fab, en gros, ça fait 20%. L'éditeur, ça fait 30%, mais il a des charges, il a la distribution, il a les retours, il a les camions, il a les bureaux, il a les repas du midi sur note de frais, etc. Et puis le reste, tu as une part de TVA, et puis tu as la part libraire, puis ça, les libraires, c'est aussi la diffusion, leur plateforme et tout ça. Et puis ils ont leur salaire, ils ont leur loyer, et puis s'il n'y a pas les libraires, le livre de toute façon ne se vend pas. Sauf si tu as un site internet. Mais là, c'est une sacrée démarche volontaire. Alors moi, j'ai privilégié. Tu viens pour mon boulot, tu as envie de mes conversations sur Keith Richards ou de ma traduction de Bartleby, eh bien, bienvenue. Et j'ai ce beau livre sur Rabelais, et moi je te donne les versions numériques, et puis tu as l'accès à d'autres choses, et puis c'est mon petit labo, et en plus c'est une tractation personnelle, il n'y a pas les salons du livre, etc., etc. Mais jamais le monde ne fait allusion à aucun moment au fait que l'auteur, c'est seulement 10% du prix de vente d'un livre. Il en est quoi de cette répartition de la valeur? Si l'auteur, on lui augmentait sa part, est-ce que ça changerait globalement à l'écosystème du livre? Globalement, il y a des tas de trucs, y compris dans ce qu'on prend en charge, nous, par l'informatique, là, y compris de la correction, partie de la mise en page, etc., etc. J'entre plus là-dedans. C'était la première remarque. Et la deuxième, alors, éditeur chez Verdier, co-directeur du Master Création littéraire Paris 8 et écrivain, Lionel Ruffel. C'est un ami, et merci Lionel. Mais là encore, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, tiens Edouard, bonjour. Oui, c'est Le Monde, on fait un article sur machin. Alors, cher Lionel Ruffel, pensez-vous que... Et on te dit ce que tu dois penser. Il dit, toute une économie littéraire hors du livre s'est constituée. Et Lionel, cette histoire du hors du livre, pour lui, c'est hyper sérieux. Justement, tu as aussi les podcasts, tu as les perfs. Et quelque part, quand tu vois même la question des URSSAF, c'est pas reconnu comme activité, parce que l'activité principale, c'est les revenus accessoires. Non, l'activité d'auteur,
elle est globale. Et dans ce livre, c'est-à-dire venir sur le plateau et lire, ou les retombées, c'est-à-dire par exemple les salons du livre, moi j'y vais jamais, mais qui bénéficient de subventions du CNL, c'est-à-dire cette régulation par l'État comme autrefois l'Allemagne de l'Est, qui est omniprésente, eh bien, pour qu'ils bénéficient de cette aide, ça suppose qu'ils rémunèrent les auteurs. Viens, on va te donner 240 balles pour ta table ronde. Eh ben, tu vas loin avec, mais au moins, il y a cette régulation-là. Le salon du livre, il dit, on va en inviter 50, ça nous fera 50 fois la petite contribution, mais au moins, on dira, ouais, on a 50 auteurs, on a... Toute chose, dit Lionel, que je tiens pour une caisse de compensation de la surproduction éditoriale. Des fois, le Ruffel, bon, il cogne, et ça fait du bien. Ces 3 casquettes. Ah oui, parce que il donne des cours à la fac, le traducteur, il vient de traduire un Kenneth Goldsmith là, sur Duchamp, il est directeur de collection, ça t'en fait... Ben non, Lionel, il est auteur, point. C'est un gars qui réfléchit, qui connaît, qui échange et tout, mais là, non, avec ces 3 casquettes, bon, laissons passer, c'est secondaire. Et là, on passe à un autre. Oui, Lionel, voilà ce qu'il dit à la fin. De plus en plus de jeunes auteurs sont tentés par l'idée de se construire une vie autour de la littérature. Et le master création littéraire de Paris 8, le nombre de jeunes auteurs publiés par eux, avec des bouquins qui circulent, puis ensuite, qu'est-ce qu'ils font plus tard? Waouh, respect. En étant conscients que ce ne sont pas les droits d'auteur sur les livres qui les feront vivre. Quelque part, moi, 1980, donc ça fait plus de 40 ans, Lindon, c'est ce qu'il disait toujours, débrouillez-vous, ne comptez pas sur les droits d'auteur. Mais il se trouve qu'on était dans un contexte où, globalement, c'est ce qui se passait quand même. C'est pas les droits d'auteur, mais c'était une année à Villa Médicis, une année à Berlin, une année à Stuttgart, donc il y a ce système-là, et puis il y avait les commandes France Culture, etc., il y a des phases de vie, et globalement, ça s'articulait quand même dans le fait d'être auteur, là, dans... Par contre, voilà, à l'image d'Yves Pagès. Alors, Yves Pagès, attendez, je vais chercher son dernier bouquin. Alors, Yves Pagès, c'est le responsable éditorial des éditions Verticales. Et Verticales font un fichu boulot, vous connaissez par cœur la patte graphique avec le petit truc sur la tranche. Là, par exemple, je viens de recevoir un livre de Xavier Persson, l'Alligator albinos, et croyez que c'est un fichu boulot, et qu'éditorialement, je sais ce que c'est que boulot. Donc respect à Pagès et son équipe, n'empêche que avant ça avait été au Seuil avec Bernard Vallée, ensuite c'est passé chez Vertical, Yves a pris Bernard est parti et c'est Pagès qui est resté, et ce gars-là, ça fait quand même 15 ou 20 ans maintenant qu'il est salarié de Gallimard avec sa... Et ça n'empêche pas qu'il fait un super boulot. Ses portraits sans fin, etc. Je travaille aussi même en atelier avec ça. Là, il vient de sortir un super bouquin, Les chaînes sans fin. C'est-à-dire, il part de l'histoire du tapis roulant et il trouve les trucs de punition, les trucs en prison, il trouve l'exploitation avec les... c'est fascinant. En plus, il y a plein de photos, plein de documentation, mais c'est hyper politique et ça devient le tapis roulant. C'est-à-dire, il part simplement d'un truc au départ, là où il habite à Paris, pas loin du Père-Lachaise, à ce que je comprends, il y a une espèce de rue où au rez-de-chaussée tu as un machin funéraire, puis au-dessus tu vois le club fitness avec les gars qui marchent sur les tapis. Bon, pareil, moi je fais ça aussi, injonction médicale, pourtant l'âge ça l'empêche pas. Mais cette image-là, le type qui est à Anne sur le tapis roulant en espace fermé, et juste en dessous, c'est-à-dire, hop, t'as une petite trappe qui descend, ça y est, t'es dans le funéraire, et on t'évacue sur le cimetière qui est juste en face. Il part de cette image-là et il recherche ça. Qu'est-ce qu'il dit, Yves Pagès ? Il faudrait encourager les écrivains à ne pas faire dépendre tous leurs revenus de leur écriture. Bon, ça, merci, on avait compris. Et là, il y a ce truc qui débarque. Un tiers de ces auteurs, donc Vertical, filiale Gallimard, vivent en jonglant entre le RSA et les ateliers d'écriture perpétuelle. C'est d'ailleurs étonnant de voir que tellement d'auteurs
qui ne voulaient pas devenir ou rester profs, mais boum, merci les gars, sont devenus dans les faits des profs d'écriture hyper précarisés. Et là, c'est la fin de cet article du Monde, c'est la fin de ma vidéo, mais ce truc aussi se dire, les ateliers d'écriture à perpétuité. Alors moi j'ai toujours fait de l'atelier d'écriture une activité très partielle, sauf quand j'étais en école d'art, mais dans l'école d'art, tu as tes cours, tu as les jurys, tu as l'accompagnement, tu as ce qu'on appelait là, les coordinations pour suivre l'ensemble d'une promo. Donc l'atelier, c'était aussi avec un cours de littérature, etc. C'est un dispositif et c'est un labo, c'est une recherche. Est-ce que c'est l'idée, est-ce qu'on va faire de tout le monde un écrivain, comme protestait défunt Michel Tournier? Tiens, lui, il faudrait que je me l'aligne dans une vidéo aussi. Dans le Figaro 80. Non, c'est pas ça. C'est oui, la musique, ça se travaille, la main gauche, la main droite, le démanché, le machin, l'écriture, il n'y a rien à apprendre. Mais c'est comment? Quand tu t'en vas et que tu sautes et que tu apprends, c'est les méthodos de préparation, de l'avant-texte, c'est les méthodos du retravail, et tout ça. Donc, j'ai toujours... Et puis, quand tu travailles avec des SDF, quand tu travailles en prison, qu'est-ce que ça t'apprend sur toi? Qu'est-ce que ça t'apprend sur le monde? Et là, l'atelier d'écriture, moi, je suis jamais blasé, tu comprends? Et je pense que, au contraire, cette respiration là qui peut y avoir, est-ce que c'est une fonction sociale? C'est pour ça aussi j'ai toujours été en désaccord avec les résidences qui disent un tiers du temps. Si c'est une résidence, tu es 24 heures sur 24, un tiers du temps ça ferait 8 heures. Ah non, parce que c'est les 35 heures par semaine. 35 heures par semaine, moi j'ai jamais connu ça non plus sur les tafs de culture et d'écriture. Donc il y a des ambiguïtés très lourdes. Non, tu m'invites là, en résidence, dans un lycée, et on en a fait des super trucs, dans un établissement scolaire, dans un établissement social. Eh bien, là, il y a une fonction de l'auteur qu'on reconnaît comme travail, ouais. C'est-à-dire dire, travaillons ensemble le langage, et voyons ce que dans cette transaction, comment chacun s'accroît. Puis voilà ce pagès-là, le salarié Gallimard, dans son petit Paris, là, qui vient nous dire « Il se condamne aux ateliers d'écriture à perpétuité. Ah, il voulait pas être prof, ça devient pire que prof. » Merci, mon gars. Tu vois, je pensais faire un truc spécial sur ce magnifique bouquin du tapis roulant. Je crois vraiment que... Fais gaffe un peu quand t'as un journaliste qui t'appelle, merde, quoi. Nous, on le sait. Fais gaffe. Te laisse pas faire dire n'importe quoi. Atelier d'écriture à perpétuité. Je t'en foutrais, moi.